tous, dimanche 6 août 2023, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Le Rassemblement populaire pour le progrès et le Parti communiste chinois tissent des liens solides, les délégations des deux partis politiques ont convergé vers un dialogue éclairé. Et le sud de l'Autriche et la Slovénie confrontés à des inondations et des glissements de terrain, les secouristes continuent leurs opérations de sauvetage. La République de Djibouti, représentée par ses meilleurs sportifs au 9e jeu de la francophonie, au judo, le prodige Sasso Hassan Mohamed vient d'arracher une médaille d'argent, déjà médaillé en or. Il est engagé dans cette discipline et a été sur le podium dans sa catégorie. C'est la 9e médaille obtenue par Djibouti à ces Jeux de la francophonie qui se tiennent à Kinshasa. Voici à présent le mot de l'entraîneur, Saad Aynan Abdullahi. Il est revenu sur les performances de nos judokas. Participé à la compétition des Jeux de la francophonie 9e édition avec l'équipe de judo avec 3 athlètes. Une très belle prestation. Malheureusement, ils n'ont pas pu passer la phase éliminatoire de la compétition. M. Sasso Hassan a remporté la médaille d'argent, la compétition par équipe. Nous remercions le secrétariat d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, puis et l'effort qu'il a fourni pour que dans tous les domaines du sport, que chaque sport soit au niveau, qu'il puisse concourir dans différentes disciplines, comme le judo et l'athlétisme, qui ne ménagent jamais d'efforts. Nous remercions aussi Mme Aïcha Ali-Garad, présidente de la comité olympique, pour l'effort et le soutien dans tous les sports, surtout pour le judo. Et j'aimerais remercier aussi le président de la fédération de judo, M. Faisal Abdurrahman. Je remercie aussi le peuple djiboutien qui nous soutient. Et d'après leur message et leur soutien, où les athlètes ont ramené, l'athlétisme a ramené beaucoup de médailles, sans oublier que le soutien qu'ils nous ont donné au niveau des réseaux sociaux, les messages qu'ils nous ont envoyés aux réseaux sociaux. Je remercie infiniment au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a mis en place un fonds spécialement rien que pour les athlètes d'élite. Et pour vous faire un rappel des performances réalisées par nos sportifs aux Jeux de la francophonie, au total ils ont remporté 9 médailles, dont 4 en or. Momin Bouhguélé a été le grand héros de ces Jeux en remportant 2 médailles d'or. Il a d'abord triomphé dans l'épreuve du 10 000 mètres, puis a récidivé en remportant l'or sur le semi-marathon. Sa performance exceptionnelle a été saluée par tous. Mohamed Ismail Ibrahim a également brillé en remportant 2 médailles d'or. Il s'est illustré sur l'épreuve du 5000 mètres et sur le 3000 mètres. Jamal Abdi Diriye et Abdelazar Hassan Guiré, deux autres espoirs de l'athlétisme djiboutien, ont également fait honneur à leur pays. Jamal Abdi a remporté une médaille d'argent sur l'épreuve du 10 000 mètres. Abdelazar a quant à lui décroché le bronze sur le 1500 mètres. Jamal Abdi a ensuite ajouté une médaille de bronze sur le semi-marathon à sa collection. Et enfin, la jeune Samia Hassan Nour a également impressionné en remportant la médaille de bronze sur l'épreuve du 10 000 mètres. Sa performance a été une belle continuation du succès de l'équipe djiboutienne à Kinshasa. Du côté du judo, le jeune Sasso s'est illustré en décrochant la médaille d'argent en judo par équipe. Ces Jeux de la francophonie ont été une véritable fierté et un honneur pour Djibouti. Dans ces Jeux de la francophonie.
avons pu recueillir les réactions des Djiboutiens après que nos sportifs ont réalisé un véritable exploit à Kinshasa, au Congo, où se déroulent ces Jeux. Les voici. Aujourd'hui, je suis là devant les caméras, Inch'Allah, pour souhaiter tous les jeunes garçons ou des filles qui ont participé à la course du Congo et qui ont réussi. Inch'Allah, aujourd'hui, ce soir, je vous dis félicitations, félicitations de tout mon cœur. Vous êtes l'honneur du pays. Inch'Allah, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Mais je voudrais plus réagir par rapport aux bonnes performances de nos athlètes djiboutiens, et précisément à Kinshasa, chez moi. Et là où ça se passe, le jeu de la francophonie, c'est presque là où j'habite, dans ma commune. Ça s'appelle la commune de Lingwala, près de notre palais du peuple. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. En fait, j'aimerais bien accompagner la délégation djiboutienne pour interpréter, pour essayer un peu de le mettre en contact avec le peuple congolais. Mais je suis très fier, tout en restant ici à Djibouti. Et ça me fait une grande joie de voir que les Djiboutiens, mes frères, mes sœurs, ont fait un beau boulot à Kinshasa, et j'aimerais que ça puisse continuer dans d'autres épreuves sportives, culturelles, de la francophonie et ailleurs. Vous l'aurez compris, la République démocratique du Congo a accueilli donc la 9e édition des Jeux de la francophonie. La 9e édition des Jeux de la francophonie se tient donc à Kinshasa du 28 juillet jusqu'à ce 6 août. Elle a rassemblé environ 3000 jeunes sportifs et artistes de plusieurs pays francophones. Mais Mohamed nous en dit plus. Travaux de dernière minute et une situation sécuritaire compliquée dans l'est du pays, le gouvernement congolais a malgré cela réussi à organiser le 9e Jeu de la francophonie. Avec plus de 3500 participants, Zeina Mina, la directrice du comité international de Jeux, estime que la République démocratique du Congo a relevé le défi malgré toutes les difficultés rencontrées, les inquiétudes et toutes les incertitudes autour de cette édition et le déreport. Nous avons eu un taux de participation qui s'approche de l'édition d'Abidjan, la précédente édition qui a eu lieu à Abidjan. Donc nous avons un taux de 3500 participants. 37 pays ont été représentés durant ces Jeux, un événement qui a attiré de nombreux visiteurs congolais curieux. Plusieurs délégations ont annulé leur participation en raison de l'incertitude qui régnait sur la livraison des chantiers dans les temps. Le stade d'athlétisme n'a été livré qu'il y a 3 semaines. Il faut dire que le pays hôte a relevé le défi, a réussi à organiser et à livrer le Jeu de la francophonie, évidemment avec l'accompagnement de l'Organisation internationale de la francophonie. Plus que des compétitions et des concours, le Jeu de la francophonie s'inscrit dans un projet social qui explique à la directrice du comité international leur organisation ayant permis de former des ressources humaines, de juges, de gens en événementiel, de développer des infrastructures, d'impulser des stratégies de développement et des programmes d'éducation physique. Le Rassemblement populaire pour le progrès et le Parti communiste chinois tissent des liens solides. C'est dans une démonstration remarquable de pragmatisme diplomatique que le RPP et le Parti communiste chinois ont orchestré une rencontre de haut niveau visant à consolider leurs relations bilatérales et à approfondir leur coopération mutuelle. Les délégations des deux partis politiques ont convergé vers un dialogue éclairé placé sous la direction du secrétaire général du RPP, Ilyes Moussadouale, et de M. Zhu Ryu, ministre assistant du département international du comité central du Parti communiste chinois. En effet, la scène diplomatique s'est avérée propice à cet échange d'idées et de perspectives entre les deux délégations, laissant transparaître une volonté commune de renforcer les liens historiques qui unissent les deux entités politiques. Dans une atmosphère éminemment courtoise et constructive, les interlocuteurs ont apprécié l'occasion de discuter d'une myriade de questions d'intérêt mutuel, marquant ainsi une nouvelle ère de collaboration fructueuse. Parmi les sujets abordés, les enjeux géopolitiques de portée régionale et internationale ont été mis en exergue, et jetant donc un regard attentif sur des thématiques cruciales telles que les défis environnementaux et sécuritaires, ainsi que les dynamiques économiques en constante évolution. Au terme de cette rencontre au sommet, les délégations ont émis un communiqué conjoint saluant l'atmosphère empreinte d'amitié et de cordialité.
s'accordant sur l'impérieuse nécessité de poursuivre les efforts de dialogue et de coopération afin de promouvoir la paix et la stabilité régionale, ainsi que de relever les défis mondiaux de concert. Cet événement diplomatique donc marque un jalon significatif dans l'histoire des relations entre les deux rassemblements, entre le Rassemblement populaire pour le progrès et le Parti communiste chinois, laissant entrevoir des perspectives prometteuses pour une collaboration renforcée et mutuellement bénéfique entre les deux nations. Monsieur Ryu Zhu, donc, dans ses propos, a salué les efforts du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, le parti au pouvoir donc ici à Djibouti, pour promouvoir le progrès et le développement de la société dans le pays. Le but de ma visite, a-t-il déclaré, est de mettre en œuvre les consensus dégagés entre nos deux chefs d'État, de renforcer encore davantage les échanges et la coopération entre nos deux partis et de promouvoir le partenariat stratégique entre nos deux pays. Il a ajouté que la Chine et Djibouti se respectent comme égaux, donnant un bel exemple de sincérité, de confiance mutuelle et de coopération gagnant-gagnant. Les présidents Xi Jinping et Ismaël Omar Guelleh se sont rencontrés plusieurs fois. Sous le pilotage de nos chefs d'État, a-t-il mis en exergue, la confiance mutuelle politique s'est renforcée. La coopération pragmatique s'est avérée fructueuse. Nos deux pays se sont soutenus fermement sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre et ont eu de bonnes coordinations sur les affaires internationales et régionales. Prenons la parole donc à son tour le secrétaire général du Rassemblement populaire pour le progrès, Ilyas Moussa Doualé, a exprimé une vive satisfaction à l'égard de cette occasion unique de renforcer les liens entre le RPP et le Parti communiste chinois. Membres de la délégation du PCC, on vous souhaite la très chaleureuse bienvenue à Djibouti. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui à Djibouti après si longtemps. L'épidémie Covid nous a l'un et l'autre éloignés en termes de visites, mais nos cœurs étaient ensemble pendant cette période. Nous sommes aujourd'hui extrêmement heureux donc de vous accueillir à Djibouti et au Palais du Peuple en particulier. Nous sommes au jour d'aujourd'hui à notre 44e année entre nos relations RPP et le PCC. Bientôt, donc, on va pouvoir fêter ensemble avec vous le 45e anniversaire. Cela témoigne de la qualité de nos relations et de notre amitié. Donc, c'est avec cette amitié que je vous accueille et je vous transmets également les salutations de l'ensemble du parti, à commencer par le président du parti, président de la République, ainsi que les membres du comité exécutif et l'ensemble des militants du parti. Bienvenue à Djibouti. Et maintenant, dans notre grand format, un numéro sur le secteur bancaire djiboutien et sa détermination et ambition pour devenir une place financière de premier plan. Ce numéro nous emmènera dans un périple au travers des évolutions fulgurantes qui ont marqué le paysage financier. Ce succès retentissant repose sur des atouts majeurs tels que la stabilité politique et économique relative de Djibouti ou encore sa position géographique stratégique. Si le temps fait son œuvre tel un artiste invisible, alors cela veut dire qu'il laisse sa marque sur tout. Mais la République de Djibouti a fait du temps son fidèle allié et a tiré parti de cette force naturelle pour réaliser sa vision ambitieuse pour devenir une place financière de premier plan. En l'espace de 46 ans, le secteur financier du pays a connu une évolution significative, s'adaptant aux changements et aux conjonctures économiques, mais aussi aux défis régionaux. Les transformations fulgurantes qui ont marqué le paysage financier djiboutien ont été rendues possibles grâce à une série de réformes mises en place au début des années 2000, visant à transformer et moderniser le secteur financier. Là où il n'y avait que 2 banques conventionnelles et 5 auxiliaires financiers, en 2006, le pays peut désormais se vanter d'une mosaïque bancaire comprenant 37 institutions financières représentant toutes les formes juridiques et activités confondues. Aujourd'hui, l'éventail de services financiers offerts couvre
tous les produits et services prétendant ainsi à répondre presque toutes les demandes du marché local et sous-régional. Grâce à la mise en œuvre de ces réformes, Djibouti s'est affirmé comme un hub financier d'envergure régionale, continentale, voire internationale à long terme. Aujourd'hui, le pays dispose de nombreux atouts et avantages compétitifs lui permettant d'atteindre ses objectifs ambitieux dans cette voie. Vous savez, nous avons une vision que nous souhaitons partager, une vision du chef de l'État et de Djibouti, qui consiste à procéder à une transformation structurelle profonde de notre pays et de notre quotidien en définitive. Cette vision suppose Djibouti un hub logistique et commercial sur le plan régional, mais également sur le plan international. C'est pour cela que beaucoup d'investissements sont faits. Notre ambition n'est pas par rapport à la taille de l'économie de Djibouti, mais dans notre ambition de pouvoir toucher une région et le monde. Ces atouts comprennent, au-delà de sa position géographique stratégique, sa stabilité politique, économique, qui inspire confiance aux investisseurs. De plus, Djibouti bénéficie d'infrastructures modernes et de services logistiques de qualité facilitant les échanges commerciaux et renforçant son attractivité en tant que centre financier. En effet, grâce à sa diversité d'institutions financières, le pays offre un large éventail de services adaptés aux besoins des entreprises locales et internationales, favorisant ainsi la croissance économique et l'investissement dans la région. Une véritable aubaine pour l'économie nationale. En se positionnant comme un hub financier régional, aujourd'hui Djibouti joue déjà un rôle clé dans le développement économique de la région et contribue ainsi à l'intégration financière de l'Afrique de l'Est. Cependant, pour maintenir cette dynamique positive, Djibouti devra continuer à investir dans le renforcement de ses infrastructures financières, à promouvoir l'innovation technologique dans le secteur des services financiers, mais aussi à renforcer la réglementation et la supervision afin d'assurer la stabilité du système financier. Aujourd'hui, en cultivant ces atouts et en restant à l'écoute des besoins changeants du marché, Djibouti a toutes les chances de consolider sa position en tant que centre financier de premier choix et de contribuer de manière significative à l'économie de la région et du continent dans les années à venir. Dans le reste de l'actualité, l'Institut Al-Wasadi a abrité ce matin une session de formation de 2 jours destinée aux imams, leaders religieux et éducateurs sur le guide de plaidoyer interreligieux pour l'abandon des mutilations génitales féminines. L'initiative vise l'accélération de l'abandon des MGF dans le pays. Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d'abandon total de toute forme d'excision. Cette activité de mobilisation sociale a vu la participation de plusieurs imams et leaders religieux venus des différents quartiers de la ville. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec celui des Affaires musulmanes et des biens waqf, mène des discussions de proximité visant à sensibiliser la communauté religieuse contre la pratique des mutilations génitales féminines. Écoutez la représentante du FNUAP à Djibouti. Un guide pratique de plaidoyer pour les pères éducateurs religieux sur les MGF. Alors ce guide sur lequel vous serez formés vous aidera à améliorer le dialogue interreligieux pour ensuite sensibiliser la communauté dans son ensemble. Et en effet, les imams et les oulémas que vous représentez aujourd'hui ici sont personnellement influentes au sein de nos communautés. Leur adhésion et leur engagement total sont essentiels pour accélérer l'abandon des MGF. Alors, en collaborant ensemble, en renforçant le dialogue interreligieux et en partageant les connaissances, nous pouvons assurément construire un message fédérateur qui souligne l'incompatibilité des MGF avec les valeurs religieuses fondamentales de l'islam. Les périmètres agro-pastoraux dans la région de Hérima sont actuellement en période de production pendant cet été. Le bassin de Hérima est une région très fertile
où plus d'une centaine de jardins familiaux sont exploités par des particuliers, donnant une production significative de légumes et de fruits, notamment les dattes et les papayes. Certaines familles produisent du fourrage pour nourrir le bétail en période estivale. Aujourd'hui, malgré une transition culturelle difficile pour passer d'éleveurs au statut d'agriculteurs, les membres de l'association AgriDaf tendent à allier ces deux activités avec plus ou moins de succès. Les potentiels agricoles de la région s'étalent chaque jour grâce à la diversité de la production maraîchère et fruitière, démontrant ainsi la richesse de cette terre. Cela a été naturellement favorisé par la présence d'eau dans cette région. AgriDaf tient à déclarer que l'agriculture est possible à Djibouti. La preuve se trouve dans le secteur de Defenaitou et de Guilori, où des dizaines de jardins sont exploités par les membres de l'association AgriDaf, composée de familles locales telles que celle de Guilori, avec le chef de village, Hassan Yani, ainsi que des jeunes ayant des emplois, mais qui travaillent également la terre, comme Ali Adabou. L'objectif des membres est de produire sur place les produits consommés plutôt que de les importer afin de garantir la sécurité alimentaire. Un autre objectif est la production de fourrage pour l'alimentation du bétail en vue de renforcer la production laitière. La production de fruits tels que les goyaves est en forte augmentation cette année, tandis que tous les légumes comme les oignons, les tomates et les piments verts ont bien poussé. Par ailleurs, cette année, la production des palmiers dattiers est très importante à Defenaitou et de Guilori, où cette activité a été lancée il y a plusieurs années. L'un des sages de la région, actuellement chef de village de Guilori, Hassan Yani, est dans son intervention revenu sur l'importance de travailler la terre dans la région de Werima, qui est très fertile. Il a indiqué que l'objectif est la production de fourrage pour l'alimentation du bétail, en vue de renforcer la production laitière. Poursuivant son intervention, le chef de village de Guilori s'est dit heureux de constater que nombreux sont les familles locales qui augmentent à exploiter la terre. Suivant à présent le mot du président de la coopérative de Werima, M. Ali Adab. Localité qui se trouve donc à Werima est connue pour ses jardins grâce à l'appui du gouvernement qui a soutenu cette activité depuis plus d'une dizaine d'années. Le résultat de cette politique, maintenant, il faut néanmoins savoir que comme la pluviométrie n'est pas importante et que notre population est connue pour être des éleveurs au départ, et que nous sommes dans une phase de transition où nous menons une politique d'agropastoralisme. Donc nous associons l'agriculture à l'élevage pour garder cette culture et aussi une manière de nous adapter au changement climatique. L'association agropastorale de Defenaitou tient à participer à la politique de la diminution pour combattre la sécurité alimentaire, à améliorer la sécurité. Il faudrait participer. Suite au succès réalisé pour l'organisation du championnat régional de tennis de table par notre pays au mois de mars dernier, l'arbitre international de tennis de table, Mohamed Segeh Soubaneh, se trouve en Chine actuellement pour suivre une formation sur l'acquisition de compétences approfondies. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'action mis en place par le secrétaire d'État chargé des sports, visant à améliorer et à renforcer les capacités de nos arbitres. Mohamed Segeh, arbitre international de tennis de table, a déjà arbitré des grandes compétitions au niveau régional et continental. Il a gravi ces dernières années les échelons et atteint le sommet pour diriger à l'avenir des grandes compétitions internationales. Le département en charge des sports espère enfin, par la mise en œuvre du présent module de formation à l'extérieur du pays, pouvoir encore une fois au renforcement du potentiel humain de son département de l'arbitrage en adéquation avec le développement de ses activités et satisfaire aux exigences du standard internationaux en vigueur. Dans l'actualité hors de nos frontières à présent, le sud de l'Autriche et la Slovénie, confrontés à des inondations et des glissements de terrain,
Les secouristes continuent leur opération de sauvetage. L'armée a été déployée. 4000 personnes ont été évacuées. Les secouristes donc continuent leurs opérations de sauvetage. 3 personnes ont trouvé la mort au cours des dernières 24 heures dans des incidents liés donc à la météorologie. Eh bien, c'est ce qu'a déclaré des incendies liés aux conditions météorologiques. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la police. Le commissaire européen pour la gestion de crise prévient que plusieurs pays européens seront confrontés à une météo extrême ces prochains jours. Le Liban commémore l'explosion au port de Beyrouth. À l'appel du collectif des familles des victimes, les manifestants ont marché jusqu'au port visant d'observer une minute de silence. La suite dans cette séquence. Août 2020, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire dévastait des quartiers entiers de la capitale, tuant plus de 220 personnes et en blessant plus de 6500. À l'appel du collectif de familles des victimes qui se bat inlassablement depuis 3 ans pour réclamer justice, de Libanais ont marché jusqu'au port une minute de silence à 18h07. L'heure exacte de l'explosion a été observée. La déflagration a été provoquée par un incendie dans un entrepôt où étaient stockés sans précaution des tonnes de nitrate d'ammonium, malgré des avertissements répétés aux plus hauts responsables. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.